Bonjour Samantha. Donc merci d'être venu aujourd'hui parce que j'avais vraiment très très envie de faire une interview avec toi. Je manque un petit peu d'interlocuteurs disposés à répondre à des questions au sujet de l'anatomie et du yoga. C'est vrai que c'est des sujets qui sont très liés, mais parfois en fait on a l'impression que c'est voilà, qu'il y a une contradiction et je viens vers toi pour essayer de résoudre cette contradiction. Bah écoute, avec plaisir, c'est moi qui te remercie pour ton invitation. Alors voilà, le but c'est pas forcément d'avoir toutes les réponses bien définies à la fin, mais au moins de nous donner des pistes pour comprendre un petit peu les enjeux au niveau de la pratique du yoga. Donc on voit qu'il y a une détestation chez certains yogis de l'anatomie, en disant oui c'est une discipline qui est spirituelle, le corps n'a rien à voir avec le yoga, on l'entend beaucoup. Oui. Et puis d'un autre côté on va entendre des gens dire ah ben le yoga ne concerne que le corps, l'alignement est primordial. Donc voilà, entre ces deux extrêmes, je pense, moi, me situer quelque part au milieu, bien au milieu de ces deux extrêmes. Et ben, il y a toute une palette de pratiques et je pense que tous les pratiquants qui ne sont pas campés dans leur position sur ces deux points extrêmes, en fait, vont être intéressés par tes réponses. Merci. Bah, on va voir, hein. Je vais voir ce que j'ai à apporter au débat. Donc la thématique générale, hein, ce que j'ai vraiment envie d'aborder avec toi, c'est une problématique que j'ai rencontrée, qu'on est nombreux à avoir rencontrée, en ayant fait une formation de yoga, de professeur de yoga, qui n'est pas du tout centrée sur l'anatomie. Donc il n'y a aucun module sur l'anatomie. Bien sûr, quand on parle de posture, on parle du corps, on parle de quelques alignements, de quelques pathologies, bien sûr, mais c'est pas, voilà, il n'y a pas de cours d'anatomie en tant que tel. Et on est nombreux à s'être formés à l'extérieur, notamment avec Bernadette Negesquet, hein, pour combler un petit peu ces lacunes. Parce que quand on pratique soi, c'est pas grave, enfin, c'est notre corps après tout. Par contre, quand on enseigne, c'est vrai que c'est bien d'avoir un petit peu les bases. Et c'est quand même, on peut déjà rebondir là-dessus. Est-ce que c'est pas grave de pas connaître son anatomie quand on pratique sur son corps? Bon, c'est vrai qu'on a son ressenti pour nous guider, mais il y a quand même aussi beaucoup de pratiquants qui se questionnent sur est-ce que c'est bon pour moi ou pas ce que je fais. Moi, j'ai souvent des pratiquants qui viennent avec ce genre de questions. Oui, d'accord. Après, en termes de responsabilité, disons qu'on Oui, engage je que... comprends bien. c'est plutôt ça que je voulais dire, mais effectivement, surtout des personnes qui ont des pathologies ou voilà, des douleurs, des difficultés. Exactement. Exactement. Très fréquemment, moi j'ai des yogis qui ont des douleurs de dos par exemple, hein, c'est très commun, qui viennent me voir et qui sont un peu perdus dans leur pratique, qui savent plus vraiment ce qui est entre guillemets bon pour eux ou pas bon, ils ont besoin d'être orientés et guidés à ce moment-là. D'accord. Toi, tu as beaucoup de yogis dans tes patients. Ah bah oui, 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 je confirme. Comme bah, je suis passionnée de yoga et que je connais le travail postural, il y a beaucoup de yogis qui viennent me consulter parce que bah, il y a peu de kinés en face qui savent les guider dans leur pratique de yoga. C'est une compétence qui est un peu précieuse, un peu nichée, et du coup j'ai énormément de professeurs de yoga qui viennent me consulter au cabinet parce qu'ils savent que je vais pouvoir répondre à leurs demandes. D'accord. C'est fou parce que moi j'ai l'impression que ça soit du yoga ou n'importe quoi, la réponse du kiné sera la même. En fait, pas du tout. Ah, pas du tout, non, bien sûr que non. C'est vraiment méconnaître le travail du kiné. Donc ce qu'on voit, nous, dans nos formations non anatomiques, entre guillemets, non spécialisées, c'est que on nous parle de l'aspect respiration, méditation, la posture, on l'apprend de façon approximative, on considérait que c'était pas primordial, en tout cas il n'y avait pas ce truc d'alignement comme en Iyengar ou autre. Voilà. Et ensuite, quand on s'est formé un petit peu à l'anatomie, on se rend compte qu'il y a des aberrations. Il y a des postures qu'on nous a apprises, on se dit ah mais non, mais en fait, ça ne peut pas être fait de la manière dont on l'a apprise quand on a quelques bases en anatomie. Donc j'imagine que toi, ayant suivi une formation d'enseignante de yoga et étant kiné et ostéopathe, comment tu résous ça? Alors, j'ai pas suivi de formation d'enseignante de yoga. D'abord, je tiens à préciser ça. Donc, moi, je suis kinésithérapeute de formation et ostéopathe, mais je suis pas professeure de yoga. Je suis simple passionnée. Alors, par contre, c'est vrai que le travail postural m'a vraiment passionnée et que j'ai un œil un peu d'expert sur la posture. Donc, j'ai vraiment analysé ce travail postural dès que j'ai débuté le yoga. J'ai tout de suite essayé de mémoriser les postures, de savoir comment les utiliser. Donc, ce travail sur le corps physique m'a tout de suite beaucoup accroché.
mais je suis pas professeure de yoga, hein. Oui, enfin, voilà, tu t'orientes plutôt sur l'anatomie pour les professeurs de yoga. Voilà, c'est ça. Mais ça reste, voilà, tu enseignes quand même une des composantes du yoga. Enfin, comment améliorer son yoga d'une certaine manière? Comment améliorer sa santé par le yoga, je dirais, voilà. Et D'accord. effectivement, Son enseignement. pardon, Son enseignement aussi, sa manière de transmettre. c'est ça. Et son enseignement, comment accueillir tous les publics, comment adapter le yoga à tous les publics. Du coup, ouais, ta question, elle m'a interpellée parce que donc ta question qui est de savoir s'il y a des postures qui sont vraiment antinomiques avec l'anatomie, qui ne respectent pas les alignements. Finalement, ben, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est parce que moi, je les ai éliminés d'emblée, et je me suis dit ça, je le ferai jamais faire, tant pis. Euh, D'accord. ou si c'est parce que j'applique tout de suite des adaptations, mais en général, il y a toujours des adaptations qui font que globalement, quand même, les postures, on peut toujours les proposer à tout le monde. Donc finalement, il y a peu de postures qui me posent vraiment encore problème aujourd'hui, à part par exemple une qui est très commune. Du coup, j'ai vraiment dû chercher pour trouver des postures qui me posaient problème au niveau anatomique. C'est la posture de Virabhadasana A, enfin le guerrier A. Je l'ai bien prononcé en sanskrit. Oui, très bien. Et bah, le genou arrière, par exemple, la jambe arrière, elle me pose vraiment problème. Alors, je sais pas si c'est mon corps de raide encore qui supporte pas au niveau du genou cette posture-là, mais bon, mon corps il est plus si raide que ça par rapport au public que j'ai en face. Et ça, vraiment, ce genou arrière me pose question. Donc, moi, je l'enseigne jamais avec la jambe arrière. Le talon posé au sol et en rotation externe de la jambe arrière. Je l'enseigne toujours en fente haute, c'est-à-dire en respectant l'axe du bassin face au bord court du tapis et avec un appui sur les orteils et pas sur le talon au sol. Donc c'est plutôt Hanumanasana, le grand singe, plus que Virabhadrasana. Voilà, la fente haute, moi je l'appelle comme ça. D'accord. Voilà. Donc je transforme ce guerrier A, donc soit je fais un guerrier B, soit je fais une fente haute, je l'appelle comme ça. Mais le guerrier A, j'ai pas encore résolu voilà, la compréhension de ces axes-là. Ça veut pas dire que je la comprendrai pas un jour, parce que par exemple, il y a des postures au début qui m'ont paru complètement inconcevables. La posture du poisson, quand je l'ai vu faire les premières fois, notamment en Ashtanga avec les deux jambes surélevées, hein, dans sa version intégrale, je me suis dit mais quelle hérésie cette posture, c'est incroyable la pression qu'on met sur le disque intervertébral, sur les lombaires. J'ai vraiment mis des années avant de comprendre cette posture, jusqu'à ce qu'un de mes enseignants me dise mais en fait non, c'est une posture d'équilibre, une sorte de bras de levier entre le poids des jambes et la lordose lombaire. Et finalement, il y a très peu de contraintes, c'est juste une posture d'équilibre, de balancier. Quand il m'a dit ça, j'ai réessayé, puisque je m'étais interdite de la pratiquer en fait pendant longtemps. Et quand j'ai réessayé, bah, évidemment, j'avais progressé entre temps, mon centre était devenu plus fort. Et effectivement, je sens que la posture est totalement fluide et totalement sans contrainte. Donc c'est pour ça que je prétends, sur l'histoire du guerrier A, je me dis, bon, c'est quand même une des postures de base du yoga. J'ai peut-être pas encore compris ce genou arrière, voilà. Alors, juste pour la petite histoire, le guerrier, ça fait partie des postures récentes finalement. D'accord. C'est pas du tout dans les traités de yoga, enfin, ça fait pas partie des postures principales citées. Je crois que c'est quelque chose qui a été inventé très récemment, ce guerrier. Bon. Donc, alors je c'est le marrant. retire. Non, mais tu cites celle-ci, tu vois, c'est drôle. Et en fait, c'est une posture qui finalement est plutôt récente. Donc, peut-être que les inventions les plus modernes sont pas les meilleures. Moi, j'avais en tête de mon côté deux postures qui me questionnent un petit peu. C'est Paschimottanasana, posture de la pince, qui est quand même difficile. Enfin, sans adaptation, beaucoup de gens n'y arrivent pas. Et ça me paraît parfois même dangereux sans adaptation pour certaines personnes, ou simplement infaisable. Et puis Shirshasana, posture sur la tête, où là vraiment ça questionne énormément de gens au niveau du poids sur les cervicales.
Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur ces deux postures? Oui, alors bon, bah, Paschimottanasana, effectivement, il faut la proposer avec au minimum les genoux fléchis, c'est-à-dire il faut réussir à avoir un bassin qui s'antéverse dans la position. Et le fait est que tu risques d'avoir souvent des élèves très raides qui, même les genoux fléchis, vont pas réussir à antéverser leur bassin. C'est très fréquent en fait, hein, et du coup, c'est des élèves qui sont très complexés parce que même le début de la posture, ils n'y arrivent pas, quoi. Donc souvent, c'est des gens, bah, il ne faut pas hésiter à faire plier les genoux, plus s'asseoir sur un support. Mais là, bah, il y a toutes les questions d'ego, bah, pourquoi lui il tend les jambes, pourquoi lui il n'a pas de support. Bon, voilà, on est tous confrontés à ça. Mais en soi, c'est vraiment une posture vers laquelle il faut tendre. Il n'y a pas d'interdit sur cette posture, à condition que le bassin soit placé au début. Mais il n'y a pas de problématique à faire des flexions lombaires avec des jambes tendues. Il n'y a pas de souci, faut entraîner le corps vers ça. Mais disons que je dirais que la posture finale est vraiment trop exigeante pour la majorité des gens qui débutent le yoga. Donc Oui, bien sûr. voilà, il vaudrait mieux vraiment présenter une posture. Dandasana, par exemple, ça peut être à peu près l'équivalent. Dandasana est beaucoup plus adapté pour un public de débutants. Mais voilà, à partir du moment où le bassin est placé dans toutes les postures assises, il n'y a pas de raison de se priver de s'enrouler vers l'avant, de faire des flexions. D'accord. Et pour ce qu'est l'appui sur la tête, alors? Pour Shirshasana, je dirais que c'est exactement pareil que ce que je te disais sur le poisson. C'est-à-dire que quand j'ai débuté le yoga, quand la prof a fait Shirshasana la première fois, je me suis dit non mais, non mais n'importe quoi, au secours. D'accord. Et au bout je sais pas, peut-être 2 3 ans, elle m'a proposé de monter en Shirshasana. Ma souplesse, j'avais gagné en souplesse. Elle m'a dit que j'avais la force dans les bras pour. Et la première fois que je suis montée, ben, j'ai vu qu'en fait c'était possible, c'était réalisable. Mais elle a eu l'intelligence d'attendre 3 ans avant de me le proposer. Voilà, Bien sûr. que la force soit venue. Et souvent c'est ça la problématique, c'est que pour des raisons peut-être d'ego ou de non-progressivité, euh, les gens ne construisent pas les postures, ou les profs sont pas assez exigeants dans le fait que les élèves doivent construire la posture. Et Shirshasana, c'est typique, je veux dire, dans les cours d'Ashtanga, on fait tous Shirshasana à la fin. Souvent, il y a des hommes qui viennent. Ils ont le côté, la testostérone fait qu'ils montent facilement en Shirshasana, alors que la plupart des femmes vont avoir tendance à se dire oh là, je vais peut-être me faire mal, hésitent, tu vois, sont plutôt timides et timorées, ne montent pas volontiers dans la posture. Et combien de fois tu vois des hommes plutôt débutants monter dans la posture sans aucune base, quoi. Tu vois, ça te tangue de tous les côtés, il y a un risque de chute sur le tapis du voisin, et il n'y a pas d'appréhension à monter. Et alors que les femmes, j'ai l'impression qu'on va plus avoir tendance à monter une fois que c'est construit à partir du dauphin. Oui, d'accord. Voilà, tu vois ce que je veux dire, et venir progressivement. Dans ce cas-là, on adapte les cervicales au poids. D'accord. Et il y a des courants de yoga, là tu parles de l'ashtanga, donc on est quand même très axé sur le corps dans l'ashtanga. Tout à fait. Les courants où on est beaucoup moins axé sur le corps et où on considère, enfin certains enseignants considèrent que cette progressivité dans le corps en fait n'a pas lieu d'être et que ce qui compte c'est l'énergie, le souffle. Ouais. Voilà, comment on fait dans ce cas pour enseigner correctement? Comment on fait pour continuer à transmettre de la façon dont on nous a donné les éléments et en même temps respecter quelques bases anatomiques? Alors clairement, là, moi, je m'oppose complètement à ce genre de pratique. C'est pas possible. Voilà, pour moi, c'est très choquant en fait. C'est vraiment très choquant. Il m'est arrivé de participer comme ça à des cours de yoga où en deuxième posture, on me proposait une charrue, la posture de la charrue, Alasana. Euh, et pourtant, c'est une posture que j'ai l'habitude de réaliser, mais donc en Ashtanga, on la réalise plutôt en fin de cours. Euh, et voilà, c'est extrêmement difficile. Et je sais pas, 35 ans peut-être, tu vois. Donc si au sein du même cours, il y a une personne plus âgée, enfin, moi clairement, ce genre de cours, je les déconseille à mes patients. Je leur dis, n'allez pas là-bas, voilà. Il y a pas de progressivité, il n'y a pas de travail sur le corps. J'ai pas confiance, en fait, sur ce genre de cours. D'accord. Le côté énergétique, pour moi, ne compense pas. Mais bon, il faut comprendre aussi d'où je viens. Je suis kiné, j'ai le sens du respect du corps. Et pour moi, c'est pas respectueux du corps physique que de s'engager directement dans des postures avancées sans échauffement.
D'accord. Ah oui, carrément. Toi, tu aurais tendance à proposer un échauffement en début de séance. Tout le temps, tout le temps. D'accord, ouais. Impossible pour moi de débuter, mais même à titre personnel, même quand je pratique toute seule avec un niveau, disons, intermédiaire, je commence toujours par des variations qui m'échauffent. D'accord. Et j'ai énormément de mal, par exemple, à pratiquer le matin au réveil, parce que ce Mm. temps, ben, oui, je pense que on est nombreux à être plus raides au réveil, et Ah oui, c'est sûr. voilà, et il faut plus de temps pour rentrer dans sa pratique. Donc voilà, à mon sens, il faut s'échauffer plus longtemps, mais ça, c'est ma vision de kiné. D'accord. Non, mais c'est une bonne manière de voir les choses. Enfin, qu'on remette ça un petit peu dans un contexte, c'est pas pour dire le yoga doit être enseigné de telle manière ou de telle autre. C'est pour dire qu'est-ce qui est respectueux du corps et qu'est-ce qui est physiologique. C'est ça. Et puis alors, j'aimerais vraiment alerter tes auditeurs sur un point, c'est que il y a nous, on est habitués, nos corps sont habitués à le faire, donc il y a une certaine tolérance, surtout si on a moins de 40 ans, il y a une certaine tolérance à faire des pratiques avancées sans échauffement, parce que le corps est entraîné. Mais faut vraiment mettre en perspective la personne qui vient en face, sédentaire, peut-être, voilà, dont le corps n'a pas la même tolérance, et les faire rentrer directement dans des postures intenses, ah, moi ça me semble vraiment très choquant, vraiment très choquant. D'accord. Et donc, si on veut inclure d'autres dimensions dans le yoga autres que celle du corps, on considère dans ce cas que le respect du corps est une base et qu'à partir de cette base, on va construire davantage, peut-être se centrer sur le pranayama, la méditation, les visualisations, mais que ça vient dans un second temps. Ou alors on débute par les concentrations, les pranayamas, mais quand on place des postures, on place des postures abordables par rapport au niveau de la personne. D'accord. On peut très bien se placer un pranayama sur des postures, des simples assises au sol, relativement. Enfin, voilà, de toute façon, les pranayamas, ça se fait comme ça. Alors attends, je vais te chercher un autre exemple. Euh, on peut très bien débuter par Tadasana, une posture de la montagne, ou faire des postures très peu engageantes comme des guerriers B par exemple, qui nécessitent quand même peu d'échauffement, D'accord. qui peuvent être considérées comme des postures entre guillemets d'échauffement. Oui, voilà, on peut utiliser les asanas pour rentrer dans la pratique, pour préparer le corps à d'autres C'est ça. postures. Mais moi, ça me semble très étonnant quand même de ne pas tenir compte de la progressivité du travail postural dans une séquence de yoga. D'accord. Bon, et donc toi, tu utilises un petit peu le yoga avec tes patients, Beaucoup, des voilà. exercices issus du yoga, on va dire. Voilà, c'est ça. Alors moi, en fait, je transmets le yoga uniquement à des patients qui viennent me consulter en soins et à qui je dis à un moment donné, ben, est-ce que ça vous dirait de venir essayer dans un cours collectif? Donc voilà, c'est des gens qui viennent avec une problématique en général assez sérieuse et qui nécessitent un suivi régulier. Et je trouve qu'à un moment donné, c'est important de les sortir du soin coucouné, du kiné juste en individuel, pour leur prouver que même au sein d'un petit cours collectif, ils peuvent prendre confiance dans leur capacité en fait. Puis c'est très intéressant d'être en collectif parce qu'ils voient aussi d'autres personnes, d'autres réactions, donc ça aide à progresser aussi que de voir ah bah tiens un tel autre a des difficultés dans tel mouvement, moi j'en ai pas, voilà ça aide à travailler la confiance en soi. Et donc ces patients-là, ce qui s'est passé en fait, c'est que depuis le début de mon exercice de kiné, je proposais des cours de gymnastique collectif. Et puis après, moi j'ai débuté le yoga, tu vois, ça fait 13 ans que j'ai débuté le yoga, un yoga donc assez dynamique en ashtanga au début. Et mes patients, bah, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, mes cours de gym, c'est un peu n'importe quoi, là, ils respirent n'importe comment, je vais quand même essayer un peu de leur donner une base respiratoire, hein. Alors, bah, quand tu mets de la respiration, du mouvement, et puis après, ça me gênait quand ils parlaient en cours. Au début, ça m'amusait. Puis après, ça me gênait. J'avais besoin qu'ils soient concentrés, qu'ils soient présents. Alors, je les ai amenés à se centrer. Et puis, ainsi de suite, je suis allée vers de plus en plus quelque chose qui ressemble au yoga. Mais bon, je prétends pas enseigner du yoga. Voilà. Mais parce que moi, j'utilise toujours le travail postural dans un but thérapeutique. D'accord. Je vois la personne, je vois ce dont elle a besoin et je lui pose la posture. Je construis toujours ma séance comme ça. Alors que le prof de yoga construit sa séance à l'inverse. Il construit sa séance, il la propose. Moi, je vois la personne et je lui propose des postures, tu vois. C'est... Ça dépend des enseignants. Quand on a des petits groupes, on peut se permettre de pas du tout préparer et d'adapter en fonction des personnes. Ouais, ok.
moi, je prétends pas encore faire du yoga, voilà, j'ai- je sais, disons que c'est une gym librement inspirée du yoga, on va dire ça comme Très ça. bien. C'est une marque déposée. Oui, oui, parce que si au cours de la séance, je vois que j'ai plus envie de passer en pilates, je passe plus en pilates, par exemple, je me gêne pas, voilà, j'ai pas de... D'accord, donc c'est l'asana comme un outil thérapeutique au service du patient, C'est ça. un outil parmi d'autres. Un outil parmi tant d'autres. J'utilise aussi la respiration, je peux utiliser des concentrations, je peux utiliser la relaxation en fin de séance. J'ai mis très longtemps à y venir aussi, et puis après je me suis dit, ça me fait tellement de bien moi quand je pratique, pourquoi je ne le propose pas à mes patients, voilà. Mais j'avais l'impression que c'était pas le rôle du kiné de proposer ça. Et puis depuis que je le propose, les patients ils reviendraient plus en arrière, voilà. D'accord. Ah ouais, donc très bien, ça a été très bien reçu, ça correspond à un vrai besoin, en fait. C'est très drôle parce que je peux pas dire que ça a été très bien reçu. En fait, en fait j'avais sous-estimé à quel point c'était compliqué pour un public lambda de se mettre en état de relaxation en fait. J'avais les patients que je voyais à l'époque, il y en a beaucoup qui ont eu énormément de difficultés avec cette partie de relaxation. J'ai bien mis un an ou deux, si tu veux, à ce que certains y arrivent. D'accord, quand même. Ah Oui, ouais, d'accord. j'étais très surprise, très surprise. C'est pas parce qu'il n'y a pas de difficulté physique qu'il n'y a pas un blocage quelque part quand même. Et tout comme avec le travail respiratoire, je pense que quand on est à l'aise avec et quand on commence à l'enseigner, on est quand même un peu surpris des réactions qu'on a en face. On se dit mais comment ça fait qu'il n'arrive pas à souffler voilà. Ou à inspirer par le nez. Il y a peut-être tellement de gens qui sont gênés pour inspirer par le nez, par exemple. On a du mal à comprendre que ce soit aussi difficile. Et je pense que les professeurs de yoga doivent se poser la question aussi du travail postural. C'est pas parce que c'est facile pour nous. Je pense que souvent la difficulté en face, elle est sous-estimée D'accord. sur le travail Par manque de postural. connaissance du patient-élève ou simplement par manque de connaissances anatomiques, par exemple. Un peu les deux, parce que je vois bien que plus le professeur est expérimenté, plus il a conscience des difficultés. Mais par exemple, les jeunes profs de yoga, il y en a beaucoup qui n'imaginent pas que simplement être assis au sol sur un tapis, ça puisse poser problème. Ouais. Voilà. Et pareil, la peur du plat-ventre sur un tapis, je sais pas, la personne de 40-50 ans qui a un petit peu mal au dos, si tu lui proposes de se mettre à plat ventre sur un tapis de yoga, donc plutôt fin, y a beaucoup de personnes qui vont être arrêtées par ça. D'accord. Après, toi, t'es sensibilisé aussi parce que toutes les personnes qui viennent te voir, bon, c'est qu'il y a quelque chose quand même. J'ai un gros biais, effectivement, voilà, j'ai un gros biais j'accueille vraiment un public fragile qui a besoin de ce cocooning. Ceux qui n'ont pas de difficulté, ils vont dans un cours collectif lambda. Moi, ceux que j'accueille, c'est ceux qui peuvent pas y aller tout seuls, effectivement. D'accord. Je pense que les cours de yoga rencontrent un public adapté parce que des personnes qui proposent des cours très dynamiques, ben, une personne qui n'est pas capable de suivre ce cours, elle va jamais revenir. C'est... Eh bien, écoute, comme je te dis, moi je pratique beaucoup de l'ashtanga et bon, quand je vais pour pratiquer, j'essaye d'être dans ma pratique, hein. Mais je suis quand même très surprise. Je vois quand même un public qui a mon, enfin, moi que je laisserai pas là, tu vois. Il y D'accord. a quand même des gens qui persévèrent, hein. Il y a quand même il y a des gens qui sont dans ce côté, c'est dur, mais si je fais, je vais y arriver. Et moi, je vois bien quand même que c'est pas juste pour leur corps. D'accord. Voilà, qu'il y Bon, aurait des pratiques plus ça va. adaptées. Ok. Bon, moi je suis dans un entre-deux à jamais proposer des choses, on n'est pas sur de l'ashtanga clairement. Ça reste, on travaille le corps, mais voilà, donc il y a moins, oui, c'est marrant qu'on en discute. Moi, j'ai pas du tout ce ressenti avec mes élèves. Donc le yoga, voilà, peut être thérapeutique dans un ensemble de soins, enfin de techniques en tout cas, adaptées aux patients, mais pas avec le dogme en disant qu'il faut absolument utiliser le yoga comme outil unique pour aller vers un mieux-être. Ah mais absolument pas. C'est ce que tu disais par rapport au début de notre conversation. Euh, le yoga, il y a plein de gens pour qui ça ne convient absolument pas. Si en consultation, j'ai quelqu'un qui est très sédentaire et qui ne conçoit absolument pas, ne serait-ce que d'enfiler un legging, hein, eh bien c'est utopique de vouloir lui proposer du yoga. C'est peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, on ne sait pas. Mais en tout cas, là, la première étape, ce sera plutôt de lui proposer bah, déjà peut-être un retour au corps, peut-être ne serait-ce que par, moi je propose souvent la chorale.
Voilà, Ah le oui. chant dans la chorale, voilà, bah, c'est une manière déjà de se connecter à son corps, de se connecter à sa respiration, de se connecter à l'autre, d'être dans le moment présent, voilà, d'être nourri par l'autre. Et il y a plein de gens qui améliorent leur mal de dos par la chorale, tu vois. Et ben, c'est une première étape, voilà. Et ben, c'est bien comme ça. Et ce sera pas le yoga pour eux, c'est sûr, hein. Oui. C'est marrant parce que le lien avec le chant, il est assez évident. Bon, déjà au niveau du travail sur le souffle, il y a quelque chose. Bien Au sûr. niveau de la posture, on ne peut pas chanter en étant mis C'est ça. n'importe comment. Donc c'est vrai que c'est une première approche du corps intéressante. Ouais. Voilà, et tu te rends compte, c'est des gens que tu pourrais pas amener forcément à faire chanter des mantras parce qu'ils seraient choqués, ils trouveraient ça étonnant, ils comprennent, enfin, voilà, ils supporteraient pas. Mais dans le cadre d'une chorale, c'est quelque chose qui est acceptable pour eux et ils iront volontiers. Donc voilà, il y a d'autres patients, ça va être la course à pied, le crossfit, et ça sert à rien de leur parler de yoga. Je veux dire, faut reconnaître que ça peut pas convenir à tout le monde, et il faut savoir piocher dans tous les outils qu'on peut avoir à notre disposition. On est d'accord, je crois aussi que le yoga n'est pas pour tout le monde, même si on a voulu en faire une discipline un peu universelle en disant ça convient à tous, il y a toujours un yoga pour vous. Bon, je suis assez d'accord, c'est pas toujours le cas, même en termes d'appétence. Mm. Je propose qu'on revienne un petit peu sur l'anatomie. Vas-y, vas-y. Voilà, moi l'anatomie très naïvement, hein, n'ayant pas étudié ça au cours de ma formation d'enseignante, je pensais que c'était quelque chose de très carré. Et je me disais, bon, bah, une fois qu'on a les connaissances en anatomie, c'est terminé, c'est bon. On peut tout faire, on sait ce qui est juste et on sait ce qui ne l'est pas. Bon, je me suis rendu compte très vite que c'était pas du tout si simple, hein, qu'on n'était pas dans quelque chose de binaire, Mm. et que même quand on a une connaissance en anatomie, ensuite derrière, au niveau de l'interprétation, on n'est pas tous d'accord. C'est ça, Il y a des écoles qui s'affrontent, il y a des, c'est ça. voilà, il y a des contradictions. Comment on peut y voir un peu plus clair là-dedans? Alors bon, déjà, il y a quelque chose d'évident, c'est que on est tous très différents à l'extérieur, donc sans surprise, on est très différents à l'intérieur. Donc déjà, dans l'anatomie descriptive, hein, c'est-à-dire simplement un anatomiste qui a disséqué, il va pas observer la même chose qu'un autre. Donc déjà, tu vas avoir des différences dans l'anatomie de description. Déjà, tu vas pas trouver la même chose. Bon, il va y avoir aussi différentes manières de décrire ce qu'on observe. Donc par exemple, on ne va pas utiliser le même nombre de plans. Si je prends les muscles du dos, par exemple, traditionnellement on les décrit sous 4 couches, et puis il y a des anatomistes qui vont les décrire sous 5 couches. C'est une interprétation différente, donc d'un livre à l'autre, on ne va pas retrouver la même anatomie de description. Et puis après, ce qui pose vraiment, vraiment problème, c'est l'interprétation de ce qu'on a observé. Alors pourquoi? Parce que d'abord, les études, elles sont toujours réalisées sur un petit nombre de modèles. Donc, D'accord. en général, c'est des études réalisées sur 10, 12 personnes. Voilà, donc et souvent, il y a des biais d'analyse parce que il faudra des protocoles sur l'humain. C'est vraiment très compliqué. T'imagines, il faudrait que tout le monde ait strictement la même taille, le même poids, fasse exactement le même mouvement, les mêmes amplitudes. Et donc, c'est très difficilement des études qui sont très carrées. Donc elles sont toujours opposables. Alors bah oui, la méthodologie, elle n'était pas forcément très rigoureuse, alors ça donne une interprétation. Et puis les études scientifiques qui arrivent à être plus précises, eh ben, elles sont souvent réalisées en labo et pas sur l'humain. Donc est-ce que c'est transposable à l'humain? Il reste toujours le doute. Voilà. Alors quand bien même quand on arrive à avoir des résultats, eh bien, il y a tellement de facteurs variables qu'au final, c'est difficile d'avoir des données, des consensus forts. Alors là, tu faisais allusion à vraiment une controverse actuelle qui n'existe pas que dans le monde du yoga, hein, qui existe aussi dans le monde du fitness et de l'entraînement, c'est la flexion lombaire. Je suppose que tu faisais référence à ça. Pas que, mais en Voilà. partie, mais enfin, voilà, il y a deux, trois points qui divisent, on va dire, et ça en fait partie, ouais. Voilà, bah, par exemple, tu m'as posé la question, la question qui revient souvent, c'est Paschimottanasana, dos rond avec les jambes tendues, est-ce qu'on a le droit de le faire, hein? Voilà, donc, eh bien ça,
effectivement, ça ne fait pas consensus. Donc il y a des auteurs qui vont préconiser de le faire avec des lombaires alignés, il y a des auteurs qui vont préconiser de faire avec un dos rond, mais en créant de l'espace entre la ceinture scapulaire et le bassin pour pas avoir de tassement. Et voilà, on va avoir plein de variables. À côté de ça, par exemple, dans le monde du fitness, là se pose la question du Jefferson Curl. Donc c'est un exercice qui ressemble à Uttanasana, la pince debout, D'accord. sauf qu'on le fait en plus avec une charge dans les bras. D'accord? Donc, ouais, ok, donc tu tombes encore plus vers l'avant, c'est Voilà. ça? Et en plus, tu le fais sur un podium. Tu es debout sur un podium, si bien que tu t'arrêtes pas au sol, tu vas plus bas que le sol. Tu comprends? Oui. Et alors ça, il y a vraiment deux camps, quoi. Il y a ceux qui disent ah c'est fabuleux, ça améliore les performances de nos sportifs, c'est génial. Et un autre camp qui dit mais au secours, il y a un gros risque de lésion du disque intervertébral. Eh bien, c'est pas tranché. Voilà, c'est pas tranché parce qu'il y a plein de variables différentes. Ça dépend du poids que tu mets, ça dépend de la vitesse à laquelle tu réalises le mouvement, ça dépend sans doute de l'échauffement avant, de plein de choses. Donc moi je vais te dire ma conviction de soignante, de thérapeute. Moi j'entraîne toujours mes patients à faire des dos ronds, jambes tendues. Parce D'accord. que dans la vraie vie, on en fait toujours. Il y a toujours un moment où tu laisses tomber tes clés, tu te penches en avant pour les ramasser. Et si tu l'as pas fait depuis 20 ans, c'est toujours là que tu te fais mal, forcément. Mais si tu t'entraînes régulièrement à le faire, au sein d'un cours de gym ou de yoga, où tu es bien échauffé, où tu as entraîné ton corps, le jour où ça t'arrive dans la vie de tous les jours, ça passe. Voilà. Maintenant, D'accord. de là à aller rajouter des charges lourdes pour faire du fitness vraiment comme ça, non, moi je tenterai pas. Ouais. Mais Toi, tu pars du principe qu'il faut adapter, enfin que les pratiques que tu vas proposer avec tes patients, ça va être des choses qui vont les préparer au mouvement du quotidien. bien sûr, bien sûr. Et voilà, il y a une autre manière de faire qui pourrait être de dire bah, ce mouvement, il n'est pas physiologique, donc apprenez simplement à ne plus le faire et remplacez-le par un autre mouvement. Non, On mais sait que ça ne marche pas, mais ça voilà. marche jamais, ça marche jamais. Il y a toujours un moment où tu te fais avoir. Il y a toujours, je veux dire, en plus, quand t'es kiné, les gens ils te racontent toujours la même histoire au téléphone. Est-ce que vous pouvez me prendre? J'ai mal au dos. Qu'est-ce que vous avez fait? Je me suis penchée en avant pour ramasser un truc qui était même pas lourd, quoi. Voilà, c'est toujours, il te dit ça. J'ai éternué, je me suis bloqué le dos, j'ai un peu honte, là, je comprends pas. Voilà, et c'est toujours les mêmes histoires. J'ai balayé ma terrasse, j'ai attrapé un ticket de parking, j'ai attrapé mon sac à main derrière, donc des torsions, tu vois. La torsion, Ouais, c'est vrai d'accord. que c'est un mouvement qu'il faut amener avec délicatesse. Mais si tu essaies de jamais en faire dans ta vie, eh bien, le jour où tu en fais une, ben, voilà, tu as un plus gros risque de blessure. Et donc en faisant régulièrement ces mouvements, ça suffit pour préparer le corps au mouvement de la vie quotidienne. Bien sûr, bien sûr. Bon, évidemment, si je sais pas moi, tu en fais un petit peu de temps en temps au cours de yoga et puis je sais pas ce qui te passe par la tête, tu décides de soulever une caisse de 40 kilos dos rond, il est probable que ça passe pas. Mais D'accord. en général, si tu as un petit peu mal au dos, que tu as un petit peu un terrain comme ça, tu as appris à te méfier de ce genre de situation et tu le feras pas. Voilà. D'accord. Mais moi, je suis vraiment pour la libération du mouvement, c'est-à-dire que quand je vois un patient qui met ses chaussettes en prenant 10 000 précautions, qui monte son pied sur la chaise pour enfiler sa chaussette, je lui dis, oula, ça va pas, hein. C'est pas comme ça qu'on met ses chaussettes. Voilà, voilà, ah, mais je fais attention à mon dos. Non, mais arrêtez de protéger votre dos et faites-moi des enroulés. Voilà, retrouvez une D'accord. motricité normale. Ouais, de façon cadrée, en apprenant à faire le mouvement Voilà, le moins mal possible, on va dire. c'est ça. Le corps est fait pour bouger. Et donc, tu as des patients avec des morphologies, des problématiques très différentes. Oui, Au sein, tu me parlais de cours collectif. ouais. Comment tu fais pour gérer cette diversité dans un cours collectif? Ouais, c'est une super question ça. Alors bon, moi c'est facile hein, parce que j'ai des cours collectifs à 3 ou 4, donc ça reste très gérable avec des patients qui me sont fidèles et donc en général j'arrive à faire des groupes de niveau, on se connaît très bien donc c'est vraiment pas compliqué et j'accueille un nouveau à la fois. Bon. Donc quand il y a un débutant, je peux vraiment me consacrer à lui et les autres, bon, ils ont l'habitude. Mais je pense que le vrai secret, solution, la première, c'est l'éducation des élèves. Et ça, je pense souvent que c'est pas assez fait. Ne serait-ce que dire, vous êtes d'une morphologie raide, vous êtes d'une morphologie hyper laxe,
Et moi, j'aurais tendance aussi à les répartir dans la salle de classe en fonction de leur niveau ou de leur morphologie, tu vois. Mettre les raids du même côté, parce qu'évidemment, si tu regardes à côté et que tu vois quelqu'un de très souple qui va dans une variation très avancée, tu vas être tenté de le faire. Alors que si tu es au sein d'un groupe qui fait plus ou moins tous la variation, c'est plus facile, je pense, pour l'ego. Et puis c'est plus facile de mémoriser les variations, parce que c'est là aussi qu'on se rend compte que les gens ont énormément de difficultés à mémoriser ce qu'on leur apprend. Et donc tu peux apprendre à un élève... Enfin, moi j'insiste beaucoup, je dis, vous, dans cette variation-là, vous devez la faire en pliant les genoux, vraiment, vous n'avez pas le choix. Voilà. D'accord. Tu J'insiste ne beaucoup. laisses pas le choix. Je ne laisse pas le choix. Voilà. Ouais. Et je le redis à chaque cours, à chaque fois qu'il y a la même problématique, je dis non, vous savez, je vous ai dit, genoux pliés. Et après, j'ajoute une touche. Ça viendra encore 3 ou 4 ans et ça viendra. Voilà, une touche d'humour. Mais pour pas être agressive, mais non, néanmoins ferme. Voilà, vous, votre variation, c'est celle-là. Oui, en tout cas, pour l'instant, dans l'état actuel des choses, c'est celle-ci. C'est Ouais. ça. Et donc, vraiment, j'insiste sur la pédagogie. Et nous, en kiné, on fait un gros travail éducatif. C'est découvrir son corps, comprendre comment on fonctionne, quel est le juste alignement dans la posture et quel est son propre juste alignement. D'accord. Voilà. Et donc ça, c'est des choses, même quelqu'un, enfin pour, je reviens aux enseignants de yoga, Oui, parce que c'est un peu le bien public sûr. qui s'intéresse à cette vidéo. Donc nous, on n'a pas du tout été formés, en tout cas, on n'a pas passé, je sais pas combien de temps, 5 ou 6 ans pour être kiné. Pour être kiné 4 ans, pour être ostéopathe 5 ans. Donc, D'accord. effectivement. Bon, ça fait des années. Voilà, nous, au mieux, on va avoir eu 15-20 week-ends qui sont vraiment Mm. orientés sur l'anatomie. C'est super léger. Comment on peut aller vers des bonnes pratiques, même si, enfin, quel que soit le type de yoga qu'on pratique, même quelque chose de peu physique, mais voilà, pour respecter le corps vraiment des élèves. Oh, mais ça, en général, les bons alignements, vous les connaissez. Donc, je te dis, proposer déjà de vraiment insister sur l'éducation et dire, vous, cette variation, c'est celle-là. Ah ben, alors pour le prof de yoga qui a pas cette formation anatomique, il y a quand même des règles simples. C'est déjà d'observer ce qui se passe, d'observer notamment la respiration de son élève. C'est quand même facile de voir si la respiration est calme, posée, et si la personne semble bien dans la posture, ou si voilà, le souffle est court et on voit quelqu'un qui force en observant sa respiration. Et moi, je crois que c'est le meilleur guide. Voilà, parce que moi non plus, je ne sais pas toujours jusqu'où je peux pousser quelqu'un. Et donc j'observe la respiration, c'est elle qui me guide. Donc on en revient à la même chose, quoi. Qu'on soit kiné ou enseignant de yoga, on est sur la respiration comme indicateur. Ouais, on est sur la respiration, mais après, dans la justesse de l'alignement, ça se travaille. Ça s'apprend quand même, je pense. Je laisse jamais les compensations s'exprimer. Une compensation, c'est quoi? C'est par exemple, tu vas placer ton élève en Paschimottanasana et tu vas observer que la tête remonte un petit peu. Alors d'ailleurs, il y a certaines manières d'enseigner Paschimottanasana avec le regard à l'horizon. Ok, ça peut être une manière de l'enseigner. Mais si ta consigne est de porter le drishti sur le genou, tu vas voir que tu en as beaucoup qui vont venir vers une extension cervicale. C'est une manière de réduire l'étirement, d'échapper, d'esquiver à l'intensité de la posture. Donc là, moi, je vais corriger ce genre de choses. D'accord. Ouais, donc tu donnes des indications qui sont quand même très précises, ce qui est possible parce que tes groupes sont petits. Oui, oui, oui. Ah oui. D'accord. Ok. Et moi, ce que je vois beaucoup, de plus en plus, en fait, c'est une tendance très récente dans Ouais. les cours. Avant, il y a plein de gens qui venaient au cours de yoga en disant je vais apprendre une discipline parce que comme j'apprendrai un art ou un art martial, ou voilà, ça m'intéresse. Bon, ben, malheureusement, de moins en moins, tout le monde arrive en disant oui, moi je vais faire un burn-out, je suis stressée, j'ai mal au dos, ou mon kiné m'a dit de faire du yoga. Et donc, moi, j'ai pas choisi d'être kiné, j'ai pas choisi de faire de la rééducation. Je trouve ça frustrant parce que je sais que je peux amener quelques outils, mais c'est pas mon métier. Donc, c'est comme si on mettait entre mes mains une responsabilité que j'ai pas voulu prendre. Et même si je sais que je peux amener vers un petit peu de mieux, vers un soulagement, vers même du mouvement ou de la conscience du corps, c'était pas un choix d'aller là-dessus. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de... Bah, je pense que tu te trompes d'objectif. Le kiné, quand il t'envoie quelqu'un, il attend pas que tu le soignes. Il attend que cette personne ait une alors, excuse-moi, je vais dire un gros mot pour le yoga, mais ait une activité physique.
Donc, je sais que c'est ignoble, mais le kiné lambda, il considère le yoga comme une activité physique en général. Donc il se dit que dans son imaginaire que le yoga c'est quelque chose de doux et que ça va être une bonne porte d'entrée pour son patient pour se remettre en mouvement. Voilà ce qu'il attend. Il n'en attend pas plus. Hein. Il n'attend pas que tu soulages du mal de dos. Il attend que cette personne commence à se prendre en charge, commence à intégrer un peu son corps et voilà. Peut-être que si Skinner connaît un petit peu plus le yoga, il en attend autre chose peut-être aussi, c'est un début de conscience respiratoire et un début de gestion du stress, des émotions, voilà. Parce que comprends qu'à l'inverse, le kiné, il est hyper frustré. Moi, je pense que c'est ce qui m'a aussi écœuré un petit peu, enfin lassé du travail de kiné, c'est que j'en pouvais plus d'avoir des gens sur ma table qui m'apportaient leur corps physique, ils disaient réparez-le, et alors toi, tu t'acharnes avec tes mains, avec tout ce que tu sais, avec ton éducation, et tu vois qu'ils font des erreurs tellement grossières à côté en termes de respiration, gestion des rythmes de vie, gestion de vie, et t'as beau leur dire, les conseiller, il n'y a rien qui change. Ça, c'est hyper frustrant, ils te ramènent toujours leur véhicule, là, terrestre, leur corps, ils te le ramènent toujours en disant réparez-moi ça, et ils sont jamais investis. Donc, quand on envoie pour une pratique, moi, si je demande à quelqu'un de se mettre au yoga, c'est pour qu'il commence à prendre conscience de sa propre responsabilité dans sa santé. Je sais qu'il aura besoin d'être accompagné en parallèle, donc sans doute le kiné il t'envoie du monde et il continue de suivre ses patients à côté. Mais c'est un relais, ça commence à ouvrir quelque chose chez la personne. Et on est très nombreux, les kinés, à souffrir de ça, à se sentir complètement impuissants dans nos traitements, parce qu'on se rend bien compte que le problème du patient, il n'est pas là, il n'est pas chez le kiné. C'est pas chez le kiné qui va se résoudre. C'est peut-être chez le psy pour certains, peut-être à la chorale, peut-être au crossfit, peut-être au yoga. Voilà, et en fonction des sensibilités de chacun, on les oriente. D'accord. Parce que moi, bon, là, j'avais cette sensation que c'était pas toujours adapté aux personnes. Il y en a qui viennent en disant, moi, de toute façon, le yoga, ça m'intéresse pas, j'en ai rien à faire. Alors, quand c'est toute ta vie, toi, tu prends l'info, ah oui, là, dans le cours, il y a déjà 7-8 personnes qui sont passionnées, qui font, voilà, qui pratiquent parce que vraiment la discipline leur plaît. Et vous arrivez en me disant ça. Enfin, c'est un petit peu frustrant. Voilà, donc, bon, j'essaierai de voir ça avec plus de recul en disant, d'accord, c'est une porte ouverte C'est une porte. vers le mouvement. Mais c'est vrai que c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu frustrant. Mais je suis étonnée que tu réagisses comme ça parce que tu es la première aussi à dire y a plein de portes d'entrée différentes pour venir au yoga. Il y a des gens qui viennent avec des demandes très différentes et c'est bien de les accueillir, quoi. Voilà, donc si la porte d'entrée pour venir au yoga c'est soulager un mal de dos, ben, je trouve ça bien, moi. Si après il y a autre chose qui s'ouvre, tant mieux. Alors, d'accord. Simplement, avant, c'était une petite D'accord. porte parmi d'autres, et maintenant, C'est tout ton c'est le cours. hall, quoi. C'est tout le monde rentre par là. Et c'est un peu frustrant parce que quand on est passionné d'une discipline et qu'on la transmet pour tout ce qu'elle apporte, et que les gens arrivent en disant, en gros, enseignez-moi 1% de cette discipline en écartant tout le reste parce que ça m'intéresse pas. Moi, le pranayama, je m'en fiche, j'ai pas envie de méditer, je veux pas me relaxer, je veux pas faire de yoga nidra, je veux rien faire, je veux Ouais. voilà, aller mieux au niveau du dos. Bon, bah voilà, c'est un peu frustrant, mais j'entends. Hein. Voilà, bien sûr qu'on arrive tous par des chemins différents. Moi-même, au début, je savais pas trop ce que j'allais Pareil. chercher. C'est normal, mais Mais tu, d'accord. mais tu sais, toi, tu as un rôle d'éducation aussi, si tu veux, à faire là, enfin, si tu peux, hein, je sais pas comment tu organises tes cours, mais l'HAS, la Haute Autorité de Santé, elle a clairement dit et établi que le traitement du mal de dos, c'était pluridisciplinaire, c'était sur les trois axes, c'est le corps physique, c'est le corps émotionnel et le corps mental, tu vois, tout ça, c'est écrit, alors, c'est pas dit avec ces mots-là, mais c'est exactement pareil. Donc les gens qui viennent, qui pensent soigner leur dos en traitant uniquement des exercices, c'est pas vrai, ça marchera pas. Enfin, ça marchera pour ceux qui ont un vrai déficit musculaire, par exemple. Mais ceux qui ont un gros problème de gestion du stress qui n'est pas du tout réglé, ils continueront d'avoir mal au dos. Voilà, J'ai noté précieusement ce que tu viens de dire. je vais te Je vais donner, l'afficher en énorme dans la salle. je vais te donner les références, mais la douleur lombaire, c'est ce qu'on sent, c'est ce qu'on ressent, donc l'émotion qu'on a liée à cette douleur, et c'est ce qu'on en sait, c'est ce qu'on nous en dit autour.
Donc ça, c'est vraiment connu. Donc il faut vraiment, c'est pour ça que c'est important d'avoir un discours rassurant sur le fait que ça va aller mieux, ne jamais avoir un vocabulaire qui fait peur en cours de yoga, par exemple ne pas dire attention cette posture, placez-vous bien, mais dire quelque chose de plus rassurant. On va commencer progressivement en pliant les genoux, tu vois, c'est pas du tout le même vécu pour la personne qui souffre du dos. Et puis c'est travailler sur le cadre émotionnel aussi par rapport à la douleur. D'accord. Donc nous, enseignants sur des disciplines qui ne se revendiquent pas comme des sports ou comme des disciplines physiques essentiellement, on aurait un peu ce travail à faire pour inclure ces nouveaux élèves en C'est ça, réalité. leur faire Oui. comprendre, leur faire passer des messages comme bah, le mal de dos, c'est pas que physique. Hein, voilà, alors moi à mes patients, j'utilise toujours cette image-là de la goutte d'eau qui fait déborder le vase et je leur dis votre mal de dos, c'est quand le vase est trop plein. Et vous mettez une petite contrainte et le vase déborde. Et votre vase, il peut être rempli par plein de choses. Par votre relation de couple qui vous prend la tête, ça remplit déjà une partie du vase. Par un problème digestif, par un manque de sommeil, par des choses qui vous paraissent peut-être très loin de votre mal de dos. C'est pas que votre mauvaise position au travail qui fait que vous avez mal au dos. C'est tout ça qui remplit votre vase. Et puis un jour, vous vous penchez en avant pour ramasser vos clés et vous déclenchez la douleur. Et pourquoi elle reste? Eh bien, c'est en partie parce que votre corps avait atteint sa capacité d'adaptation. Et si on vide le vase, même si on règle les problèmes d'insomnie par exemple, on va améliorer la capacité du dos à supporter les contraintes mécaniques. On le sait tout ça, c'est archi connu et il faut vraiment éduquer les gens à ça. Donc le patient qui vient à ton cours de yoga pour soulager son mal de dos et qui te dit les pranayamas ça sert à rien, le nidra j'en ai rien à faire, il a rien compris à la manière de soigner son mal de dos. Et, D'accord. Oui, et donc ça peut insister un peu plus là-dessus en fait, diffuser un peu cette manière d'appréhender le problème qui se manifeste d'une façon mais qui aurait pu se manifester autrement. Bien sûr, et qu'on aurait pu se manifester sous plein d'autres formes, c'est évident, et qui s'est manifesté là dans le cadre d'une lombalgie. Et si le kiné te les envoie eux, c'est précisément parce qu'il sait que le yoga, enfin, parce qu'il pense peut-être que le yoga va les aider à se déstresser, quoi, aussi. Oui, il y a beaucoup cette approche, le yoga des Bon, stress. voilà, qui doit t'agacer un petit peu. Hein. Non, mais voilà, d'un côté, tu vois, je suis très pragmatique. D'un côté, ça m'agace un peu. Moi, j'ai commencé le yoga, très honnêtement, pas grand monde le sait, mais parce que mon copain m'a dit fais quelque chose. Fais quelque chose. Là, c'est pas possible, ce niveau de tension, il faut que tu fasses du yoga. Et pour avoir déjà essayé un petit peu avant, tu vois, ça m'allait pas du tout, ça me convenait pas, j'avais pas vu, j'avais pas trouvé le type de yoga qui me convenait. Et j'y suis allée la première fois, effectivement, un peu à reculons, en me disant, bon, j'essaye parce que j'ai rien trouvé. Bon, après, voilà, je me suis vite passionnée pour la discipline. Et quand je vois des personnes qui viennent voilà, sur conseil de leur kiné et qui persistent 2, 3, 4 ans et qui continuent de me dire, mais moi, j'aime pas, c'est un peu. Ouais. Je fais ça parce que j'y suis contrainte, tout comme je me brosse les dents. J'ai pas une passion pour le brossage de dents, mais je le fais parce qu'il faut le faire. C'est un peu, voilà, c'est Ouais, un je peu dur. comprends là, c'est bien d'essayer. Mais alors aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que la rééducation, c'est souvent aller vers ce qu'on n'aime pas. C'est-à-dire qu'un grand anxieux, c'est pour ça que je t'ai dit, mes patients, quand je leur ai fait faire les premières relaxations, j'étais très surprise. Mais c'est parce que souvent, les patients qu'on a en cabinet, c'est des grands anxieux, des grands angoissés. Donc, quand on les met en état de relaxation, ça ne marche pas du tout. Et, euh, et ben, c'est justement vers ce vers quoi on n'aime pas aller qui fait que ça va aller mieux quand même dans notre santé, quoi. Qui va améliorer notre santé. D'accord. Donc, oh oui, c'est intéressant ce que tu dis. Tes patients, globalement, sont anxieux. Donc, les Ah personnes bah oui. anxieuses, Oh là là, en cabinet de kiné, l'anxiété déclenche une bonne partie des maux physiques. tu n'imagines pas le nombre de personnes, ouais, je vais dire anxieuses parce que j'ai pas les termes, je suis pas psychologue donc j'ai pas le terme médical approprié pour les décrire, mais je pense qu'aussi c'est ça qui est très difficile pour nous soignants, c'est que, enfin pour nous kinés, c'est que on est au contact de gens dépressifs et anxieux, voilà, au quotidien, tout le temps, pendant 20 ans. Après, ben, c'est difficile, c'est quand même difficile à porter tout le temps, quoi. Voilà, tu vois, les gens ils viennent nous consulter dans un cadre physique, ils s'imaginent pas que le kiné puisse ouvrir un peu le champ.
Et donc, moi, je les interroge toujours. Je leur dis, et au niveau, je leur pose la question comme ça, et au niveau stress, vous vous sentez comment? Et souvent, ils me disent, oh là, je suis très stressée, mais il n'y a rien à y faire. Et je dis, mais qu'est-ce que vous avez essayé de faire déjà pour soigner ce stress? Ah ben, il n'y a rien à faire pour le stress. Eh bien, si, il y a pas mal de choses. Est-ce que vous êtes autorisé à essayer de méditer? Et alors, le fait que ce soit une blouse blanche qui propose, ah, vous croyez que je devrais travailler sur mon stress? Ah, vous croyez que ça pourrait m'aider pour mon mal de dos? Ah bah oui, voilà, tu vois, donc alors c'est en ça que le yoga est sans doute une des disciplines les plus thérapeutiques, c'est parce qu'il y a un champ qui est très vaste entre le travail postural, le travail respiratoire, la concentration, la relaxation, donc ça permet un abord vraiment holistique de la personne. Il y a peu de disciplines à mon sens qui sont aussi complètes. D'accord. Mais il y a quand même des champs que le yoga n'aborde quasiment pas. Par exemple, on pourrait reprocher au yoga de quasiment pas avoir d'effet cardiovasculaire. Alors, Enfin, reprocher, si c'était l'objectif. si c'était le... Oui, voilà, c'est juste dans une analyse critique, tu vois, constructive. Hein. Il y a très peu de travail cardiovasculaire en yoga. Peut-être dans les pranayamas avancés, voilà, il y a des modifications de gaz du sang, tout ça, je ne connais pas très bien. Mais je veux dire, pour le commun des mortels qui débutent le yoga, il y a peu d'effets cardiovasculaires. Par exemple, contrairement à quelqu'un qui ferait de la course à pied, tu vois tout de suite la différence de travail cardiovasculaire. Pareil au niveau du travail proprioceptif. En yoga, il y a assez peu de travail d'équilibre sur une jambe, les yeux fermés. Alors on se met dans la position de l'arbre et on se contente d'y rester. Tu vois, mais il y a assez peu de travail de déplacement en équilibre, qui stimule la proprioception. Pas de saut, pas de travail proprioceptif. Voilà, c'est des choses qui font que ça ne peut pas régler les problèmes de tout le monde. Voilà, ça c'est sûr. D'accord, ça peut amener un petit mieux. En tout cas, moi je suis surprise dans ce que tu dis quand tu dis que tu invites tes patients à aller voir aussi du côté psy. Ça veut dire que dans les praticiens, dans le monde du soin, on est bien conscient des interactions, enfin entre au moins le corps et le mental, les émotions, et que quand même les patients sont encouragés à prendre soin d'eux de façon globale et pas uniquement au niveau du problème à traiter. Ah, évidemment, évidemment, et je pense que vraiment, sincèrement, tu sais que pour les soignants libéraux, ça a été très compliqué après le Covid, parce qu'on s'est retrouvé avec des patients qui étaient tellement angoissés, qui arrivaient en cabinet dans des états, enfin, ça a été vraiment très dur, hein, le post-Covid, en termes relationnels. Et on s'est trouvé un petit peu désarmé. Et il y a beaucoup de soignants qui sont aussi en situation de burn-out ou de lassitude de leur exercice parce qu'on se sent vraiment impuissant. Vraiment, c'est le tonneau des Danaïdes, là, quand tu vois, on nous renvoie sans arrêt de la douleur, de la douleur, de la douleur. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a appris en formation, mais on se rend bien compte on met un pansement sur une jambe de bois, tu vois. Et on nous dit, ben, c'est pas grave, vous faites du nursing, c'est déjà bien, vous accompagnez psychologiquement et tout. Mais c'est hyper frustrant. Il y a beaucoup de soignants qui sont en burn-out à cause de ça, en fait, de cette sensation d'échec, d'incapacité à avoir une approche globale sur le patient. D'accord. Et toi, tu sais quelque chose que tu ressens aussi ou c'est Ah, surtout quelque chose que tu observes bah, c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti, donc c'est pour ça que je me suis formée aussi en ostéopathie, déjà pour avoir une approche plus globale que simplement la kinésithérapie. Si tu veux, la kinésithérapie, c'est essentiellement l'appareil locomoteur, c'est-à-dire le muscle, l'os. Et l'ostéopathie, pardon, on rajoute des niveaux viscéraux, donc on tient compte du digestif, du pulmonaire, et puis on rajoute aussi des niveaux plus subtils, notamment crâniens, sur des techniques plus douces, plus fluidiques. Et après, tu vois, le yoga, ça ramène encore quelque chose de différent. C'est que en ostéopathie, moi, ce qui me frustrait, c'est que mon patient, il restait passif. C'était toujours moi qui apportais le soin, donc il restait dépendant de moi et je lui donnais pas d'outils pour avancer. Alors qu'avec le yoga, j'arrive à guider, à conseiller, à orienter, à proposer voilà des, euh, des thérapies où le patient redevient acteur. C'est ça qui me plaît. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu auprès d'ostéos qui me disent bon, bah, les patients, tu les renvoies chez eux avec des choses à faire ou en leur conseillant quelque chose, ils le font pas, ou même les kinés, en disant on donne des exos, on dit bien tous les jours, les gens ne le font jamais. C'est vrai que le yoga, peut-être pour eux, répond à cette problématique en disant ils sont bloqués entre guillemets dans un cours.
ils ont pas le choix, ils vont être obligés de se donner une heure et demie de mouvement. Ouais, je suis à moitié d'accord. Alors, c'est mieux que rien. Dans tous les cas, c'est mieux que rien. Mais moi, quand je donne un exercice à un patient, c'est un sacré exercice. J'ai mis 1 heure à le définir, tu vois. C'est en fonction de son histoire de vie, de ses antécédents, de tout. J'ai choisi un exercice ciblé et je lui explique bien comment il va tricher dans l'exercice, comment il va compenser. Et je lui dis tout, je détaille, souvent je filme, je lui fais une vidéo pour qu'il puisse refaire chez lui. Et je lui donne maximum 3 exercices, parce que je sais que plus que 3, c'est contre-productif, il ne les fera pas. Et souvent, j'en donne qu'un. Et bien, même comme ça, t'es sûr que les gens ne le refont pas. Oui, c'est ça. C'est beaucoup ce que j'entends en disant on est un peu désespéré parce que les personnes ne vont pas bien, mais enfin, n'arrivent pas à être actrices de ce mieux. C'est ça. C'est difficile de trouver les ressorts de la motivation pour, voilà, pour engager les gens sur leur parcours de rééducation. Ouais, c'est difficile. Et c'est frustrant et c'est source de lassitude pour le soignant, c'est vrai, c'est indéniable. D'accord. Bon, c'est très éclairant en tout cas d'avoir l'autre côté, parce que j'en étais presque à maudire un petit peu les kinés Ah non, avec tout ça. aidez-nous, aidez-nous. Et tu vois, moi c'est pour ça que mon positionnement il est très clair. Tu vois, je forme les profs de yoga à mieux comprendre le mal de dos. Et par exemple, et mon idée c'est absolument pas d'en faire des soignants. C'est juste que le patient qui arrive avec son mal de dos en cours de yoga, il soit bien accueilli. Alors quand je dis bien accueilli, c'est qu'on lui propose pas des choses infaisables, qu'on lui propose des adaptations à son niveau, qu'on ait conscience de son vécu. Parce que souvent les profs de yoga n'imaginent pas le vécu de la personne qui souffre du dos. Et l'exemple typique, c'est si tu commences ton cours par un pranayama assis par terre, eh bien, la personne lombalgique, elle est mise en échec d'emblée Et sur quelque pourtant, chose qui te la paraît posture. peut-être simple. Voilà. Et donc toi, tu accompagnes plutôt les enseignants de yoga, essentiellement, seulement des enseignants de yoga? Seulement des enseignants de yoga ou des pratiquants avancés qui veulent mieux comprendre, tu vois, qui sont dans une démarche de, voilà, de compréhension du corps humain ou qu'il y a des pratiquants avancés qui ont mal au dos, ça arrive. D'accord. Ou des Et profs c'est de pas yoga. dans une optique cours magistral d'anatomie, c'est vraiment de l'anatomie appliquée au yoga. Eh ben oui, 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 parce que l'anatomie magistrale, on peut en faire des heures et des heures, on peut faire 1 000 heures de formation, hein. Et l'anatomie descriptive pour l'anatomie descriptive, c'est-à-dire dire il y a un petit faisceau, un gros faisceau, un faisceau torsadé, bon, c'est pas très intéressant, ça. C'est peut-être un petit peu ce qui nous manque en réalité pour enseigner. C'est voilà, on va prendre un bouquin d'anatomie, on va prendre ou on va suivre un cours qu'on a attrapé. Je sais pas, il y en a un peu partout des cours magistraux d'anatomie. Puis on regarde ça, on se dit déjà je comprends Et pas tout. oui, c'est ça. Et puis en plus ça me parle pas, je vois pas le lien avec le mouvement que je peux proposer. C'est ça, ça arrête beaucoup, ça arrête beaucoup. Non, je pense que le conseil que je peux donner à un professeur de yoga, c'est de plutôt travailler s'il veut pas se former en anatomie, c'est plutôt de travailler les alignements et les adaptations possibles dans les postures. Voilà. Et de savoir comment la plupart des corps raides, parce que la problématique c'est souvent la raideur, enfin remarque, comment savoir comment les corps raides vont réagir, et d'un autre côté savoir comment les hyperlaxes vont réagir, et de savoir corriger les deux types de morphologie qui sont les plus fréquentes. Oui, et c'est vrai qu'en yoga, les raids se censurent un petit peu et viennent pas forcément, alors que les hyperlaxes, on les a tous. Voilà. C'est marrant, hein, moi je regarde, bon, même des personnes qui se disent pas très souples, parce qu'il y a, forcément il y a des limites quand même, je regarde tout, enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'hyperlaxes. Et je te rejoins, il y a beaucoup, beaucoup d'hyperlaxes en cours de yoga. Bien sûr, c'est ce qu'on disait, ça va dans ta facilité. Ça va être une discipline où tu auras un avantage indéniable. Donc tu vas tout de suite aller dans le, entre guillemets, le défaut de ton corps, donc tu vas te sentir bien. Et le travail rééducatif, ce serait précisément d'aller vers quelque chose qui va moins loin dans les amplitudes et plus en gainage. Donc moi, si j'ai quelqu'un en soins qui est hyper laxe et qui ne connaît pas le yoga, que ça intéresse pas spécialement, je vais plutôt l'orienter vers du pilate, tu vois, quelque chose de plus tonifiant et qui va moins travailler dans les amplitudes. Voilà. Ou alors après, quelqu'un qui va savoir adapter son cours de yoga et proposer. Il Voilà. y a plein d'asanas qui sont pas enfin, qui travaillent pas la souplesse, qui travaillent plus en force, plus. Ne serait-ce qu'engager les bandas, voilà, même sur une posture de souplesse, ne serait-ce que comprendre comment on engage, comment tu vois, on travaille l'autograndissement, l'ouverture,
voilà, tout ça, les hyperlaxes, ben, ils l'ont pas forcément en fait, hein, même des pratiquants avancés, ils ont pas forcément, ils en ont peut-être la connaissance, mais est-ce qu'ils le font vraiment, est-ce qu'ils le ressentent vraiment dans le corps? Pas forcément. Et notamment, souvent au niveau des verrous, au niveau pardon, des bandas, au niveau des mains, ils n'ont pas cette notion de prise d'appui et de tonus Oui, t'as dans le raison, membre il n'y a pas de supérieur. structure. Enfin, moi, je vois beaucoup d'hyperlaxes. Je les embête hein, énormément avec les bandas. Je crois que c'est le mot que je prononce le plus dans un cours. Ouais, Et je vois, hein, ils les mettent, mais 2 secondes après, il n'y a plus rien. c'est ça. Et c'est vrai, t'as raison, j'avais jamais fait le lien hyperlaxité non-banda. Voilà. Et ça me fait penser à autre chose. Tu m'as demandé quelles étaient les postures dans lesquelles je voyais le plus souvent des défauts d'ajustement. Alors, il y en a. Donc, on a parlé des postures assises avec le placement du bassin qui n'était pas bien positionné sur les ischions au début. Donc, on fait plier les genoux, on tracte les ischions en arrière. Peut-être on met un support en plus d'avoir plié les genoux, de sorte à être vraiment assis sur les ischions. Et puis il y a une autre posture où alors ça va jamais, mais si tu prends un cours de 10 personnes, il y en a 9 sur 10 qui sont mal positionnées, c'est la posture de la chaise. Ah oui, Alors, c'est les membres exact. inférieurs, là, c'est une catastrophe. L'ancrage dans les membres inférieurs, il y a très souvent donc, des genoux en X, qu'on appelle aussi des genoux valgum. Et ça, par exemple, moi, c'est quelque chose que je ne peux pas laisser passer voilà, en cours. Tu vois, c'est quelque chose. Ça me choque vraiment d'avoir des défauts d'alignement sur les genoux, comme ça, dans ces postures. Parce qu'à long terme, c'est sûr que ça va accentuer des douleurs. Et c'est non rééducatif, du coup. Hein, la personne qui fait ça, elle ne fait que travailler dans son défaut, elle ne progresse pas. Alors, est-ce qu'on fait du yoga pour progresser sur le point de vue physique? C'est encore une autre question. Mais en tout cas, moi, en tant que kiné, je ne laisse pas passer quelque chose comme ça. Voilà, Même si on cherche pas à progresser, je pense il faut pas non plus régresser. voilà, c'est ça. Ou Donc, rester dans sa facilité, quoi. Donc ça, c'est très fréquent, ces appuis plantaires. Bon, avec le positionnement aussi du poids du corps vers les talons, hein, qui n'est pas très souvent sur cette posture. Et voilà, ça c'est une posture commune, très difficile à enseigner. parce que je pense qu'elle est enfin, très exigeante si on la fait correctement. Et puis chacun va, comme tu dis, va essayer de compenser, va essayer d'aller au moindre effort en se disant, parfois à tort d'ailleurs, il y en a qui se mettent en difficulté eux-mêmes parce qu'ils pensent que voilà, de mettre l'appui à ce niveau-là, ça marchera mieux, en fait pas du tout. C'est ça. Et alors, tu vois, moi, en tant que kiné, quand j'enseigne cette posture, je vais tout, c'est pour te montrer la différence entre un prof, peut-être entre un prof de yoga et un kiné. Je sais pas comment font les autres profs de yoga, mais moi, je fais jamais rentrer dans la chaise directement. Je travaille déjà toujours les appuis plantaires à l'échauffement. Et puis après, je commence des petites flexions de genoux, juste pour ressentir le placement du bassin et des genoux, comment on déverrouille les genoux debout. En conservant bien des appuis plantaires corrects. Et puis je fais descendre de plus en plus bas. Et puis je cale la respiration. Et puis seulement après, je cale des membres supérieurs. Mais jamais tu me verras faire descendre directement avec les membres supérieurs surélevés, tu vois. D'accord. C'est beaucoup trop exigeant pour la majorité des gens. Mais même pour des yogis avancés, tu sors du travail, ton cerveau il se souvient plus comment il faut placer le bassin quand tu lèves les bras et que tu descends en chaise. Tu vois, il faut un certain temps quand même pour se replacer dans son corps. Oui, t'as raison, sauf si tu l'as fait 2000 fois avant et où là, ça va se caler comme il faut. Mais bon. Voilà, et c'est un petit peu le problème du prof de yoga, c'est que lui depuis le matin il travaille son corps et son élève lui il sort du travail quoi, justement. Il sort de la position assise et de la voiture. Ça, j'avoue, on oublie un petit peu. Ouais. On oublie, nous, on est dans notre corps. Alors même si on voit, on est rapidement ramené à la réalité, mais oui, on peut oublier un petit peu que tout le monde n'a pas le même ressenti. Voilà, et puis que bon, les pratiquants qui pratiquent toutes les semaines, c'est aussi rare quand même. Toi, en tant que prof de yoga, tu as une pratique proche du quotidien sans doute, et lui, voilà, ton élève, il est loin de ça. Merci Muriel pour toutes ces réponses. Ça permet de défricher un petit peu le lien yoga, anatomie, yoga, thérapie, thérapeutique ou pas. Est-ce qu'il y a il y a des choses que tu voudrais ajouter dont on n'aurait pas parlé? Oui, alors j'avais deux petites choses à ajouter. D'abord, une posture là qui me revient
et dans laquelle souvent les professeurs de yoga, je trouve, hein, manquent de vigilance. C'est la conscience de la protection du périnée dans des postures très intenses au niveau abdominal comme le bateau, Navasana. C'est des postures vraiment avancées qui font des poussées très fortes sur le plancher pelvien. Et je pense que dans l'ensemble, hein, de ce que j'ai pu voir, hein, sans être catégorique, mais dans l'ensemble, je pense que les profs de yoga sous-estiment les méfaits sur le périnée et sur la possibilité de descente d'organes à terme. Donc notamment quand vous avez des femmes en postpartum. Donc là, je pense que c'est vraiment important d'observer, parce que moi je vois, hein, que dans un cours collectif, la plupart des gens le font très mal, ce bateau, et il y a une poussée sur le transverse abdominal, donc le nombril qui ressort, hein. Et ça, faut vraiment insister, hein, sur dire les bandas bien engagés avec un nombril bien engagé, même dans le bateau, hein. Ça pousse pas. Et voilà. Pour beaucoup, moi, tu vois, j'ai lâché l'affaire sur un cours qui est pas où les personnes n'ont pas une vraie habitude. Je le tente même pas parce que je sais qu'effectivement le ventre va sortir Voilà. et voilà. On ne sera pas dans ce gainage. C'est ça. Alors, bon, moi, je l'ai. Alors, c'était peut-être parce que je faisais de l'ashtanga, donc si tu veux, ça fait partie de la première série, donc il est proposé systématiquement. Et je trouve, voilà, là, il y a des gens qui viennent en postpartum. Moi, ça me fait mal. Je me dis, ah non, tout ce travail de rééducation du kiné pour faire ça ensuite en cours de yoga, c'est quand même dommage, quoi. Voilà. Et donc là, c'est l'occasion vraiment de citer Bernadette de Gasquet bah, si vous voulez vous former là-dessus, vous expliquera tout, hein. Il y a énormément d'ouvrages sur le périnée. Et puis il y a une deuxième chose, voilà, une petite consigne dans la justesse de l'alignement. C'est une de mes profs de yoga, je vais la citer, Vanessa Brouillet, qui est une prof d'ashtanga, donc qui dit toujours ça, qui dit tenu mais pas tendu. Alors ça m'a beaucoup plu et je le transmets beaucoup. C'est oui, il y a du tonus. Oui, ça part du centre, ça va vers ça ouvre, ça dilate, ça s'est tenu, mais c'est pas tendu, c'est pas crispé, il n'y a pas de perte sur la respiration. Et ça, je trouve que les patients les comprennent bien. Et quand quelqu'un est trop, voilà, je dis tenu mais pas tendu, et si je vois que la personne va trop loin, je dis on revient juste à la tenue, voilà, on relâche un peu pour tenir et pas être crispé. D'accord. Oui, c'est vrai que pour beaucoup, la différence, elle est. Enfin, on bascule vite du côté tendu. Mais enfin, encore une fois, c'est de la connaissance de soi, de la sensibilité, du retour dans cette finesse, du ressenti. Tout à fait, tout à fait. Ben, c'était une belle citation pour la fin. Voilà, on l'a. Je remercie beaucoup Muriel d'avoir répondu à toutes ces questions un petit peu difficiles. J'admets que ce pas des choses très simples à aborder. Pour moi, je me pose pas trop de questions parce que je suis kinésithérapeute avant tout, je soigne et ma priorité c'est de soigner mon patient, c'est pas de transmettre le yoga. Donc pour moi, la question elle est assez facile à régler. Mais je comprends que pour les professeurs de yoga, ça questionne beaucoup ces problématiques. Voilà, donc on en a encore pour des millénaires de réflexion. Ben, tant mieux, tant mieux. Je te remercie Samantha. Merci, à très bientôt. À bientôt.